Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, on reprend enfin le partenariat avec la Société d'Histoire du XIXe siècle. Si vous écoutez le podcast depuis quelques années, vous savez qu'on diffuse son université populaire, le cycle de rencontres, les mercredis des révolutions. Mais cette année, on n'a pas eu de chance avec plein de problèmes techniques au cours des enregistrements. Sauf hier, le 15 mai 2024, pour une séance passionnante sur la politisation du sport, animée par Carole Christen, professeure à l'Université du Havre, et qui va présenter les deux invités. Pour Parole d'Histoire, je vous donne rendez-vous ce week-end avec une émission historique et littéraire à la fois sur La Sorcière, le grand livre de Michelet en 1862, avec sa grande spécialiste Paul Petitier. Tout de suite, Sport et Révolution, en partenariat avec la Société d'Histoire du XIXe siècle, Politis, Mediapart et la mairie du XVIIIe. Merci et très bonne écoute. Pourquoi cette séance Sport et Révolution ? Elle est liée bien évidemment au contexte des Jeux Olympiques. C'est pourquoi nous avions trouvé que c'était intéressant d'essayer de faire le lien entre les deux. Donc les Jeux Olympiques qui sont les Jeux de la 33e Olympiade de l'ère moderne, qui vont s'ouvrir donc à Paris le 26 juillet prochain. 32 sports y seront représentés avec 43 disciplines et 329 épreuves. Parmi ces épreuves, l'épreuve reine et le 100 mètres masculin et l'épreuve mythique et le marathon, course à pied de 42 km 195 mètres, qui est présente depuis les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne en 1896. Course qui a été suggérée à Pierre de Coubertin par le linguiste et professeur au Collège de France, Michel Bréal. Ce dernier donc a inventé cette course d'endurance pour commémorer la légende du messager grec Philippides qui aurait parcouru la distance de marathon à Athènes pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses en 490 avant Jésus-Christ. Alors pour la première fois dans l'histoire du marathon olympique, c'est le marathon parcouru par les femmes qui viendra clore le 11 août prochain la compétition des Jeux Olympiques de Paris. La veille aura eu lieu le marathon masculin. Par cette inversion, il s'agit de valoriser le marathon des femmes et de rendre hommage aux femmes coureuses qui, jusqu'en 1984, donc il y a seulement 40 ans, étaient exclues des marathons olympiques. La première femme à courir officiellement un marathon, celui de Boston en 1967, est Catherine Switzer, qui est devenue célèbre par cette photo où on voit l'organisateur de la course qui tente d'arracher son dossard pour l'exclure de sa course. Elle la finira, mais elle a été disqualifiée. Il faudra attendre 1972 pour que le marathon de Boston s'ouvre aux femmes. Plus largement, ce sont à toutes les femmes qui ont marqué l'histoire que le marathon olympique de Paris de 2024 rendra hommage, car son parcours suit en partie l'itinéraire de la marche des femmes sur Versailles du 5 octobre 1789, épisode important de la Révolution française et moment de revendication et d'émancipation féminine. Comme le montre l'historien Fabien Archambault dans son ouvrage paru récemment « Les légendes du siècle, une histoire des Jeux en 12 médailles », l'histoire des Jeux olympiques à l'ère moderne est marquée par l'importance de leur dimension politique. Le sport étant devenu, je le cite, un langage planétaire entre américanisation, décolonisation et guerre froide. Par conséquent, le sport est un moyen de contestation et d'émancipation. Les Jeux olympiques ont permis à certains athlètes d'exprimer leur opposition politique à leur pays ou à d'autres pays oppresseurs. Ainsi, à Mexico, en 1968, les deux sprinteurs africains-américains Tommy Smith et John Carlos lèvent le poing ganté de noir sur le podium lors de la remise de leur médaille, reprenant ainsi le répertoire des militants du Black Power, et ils portent le badge de l'Olympic Project for Human Rights pour rappeler la dimension internationale et collective de leur engagement. Auparavant, la victoire des Jeux Olympiques de Rome en 1960 de l'Éthiopien Abebe Bikila est qualifiée par deux journalistes de la Gazzetta dello Sport de, je cite, « prise de la Bastille sportive ».
Bikila est en effet devenu, en gagnant ce marathon, le héros de la gauche italienne et de tous ceux qui refusaient les compromissions avec les héritiers du fascisme de Mussolini qui, je vous rappelle, avait attaqué donc l'Éthiopie en 1935 et l'avait occupée jusqu'en 1941. D'autres épisodes de l'histoire politique du monde contemporain ont marqué les Jeux Olympiques. Je vais en rappeler quelques-uns et on reviendra sur d'autres. Donc la prise tragique des athlètes israéliens par un commando palestinien à Munich en septembre 1972. Le match de water-polo sanglant entre l'URSS et la Hongrie à Melbourne le 6 décembre 1956, moins d'un mois après que l'insurrection de Budapest a été écrasée par l'armée rouge. Ou encore les exploits de l'Africain-Américain Jesse Owens à Berlin en août 1936 qui défie Hitler. Pour protester contre la tenue des Jeux organisés à Berlin par Hitler, des Olympiades populaires avaient été programmées à Barcelone du 19 au 26 juillet 1936. Ces Olympiades populaires étaient conçues comme des Jeux antifascistes, mais elles ont été interrompues par le soulèvement militaire du général Franco quand il a lancé son pronunciamiento du 18 juillet 1936 qui lance le début de la guerre d'Espagne. Ces Olympiades populaires de Barcelone s'inscrivent dans l'héritage des Olympiades alternatives organisées par plusieurs partis socialistes et communistes en Europe. En effet, dès le début des années 1920, alors que le sport ouvrier se développe de plus en plus et favorise également la pratique féminine, contrairement au Comité international olympique qui était misogyne, d'autres organismes comme l'Internationale sportive de Lucerne ou encore l'Internationale rouge du sport créé par l'URSS vont tenter de s'opposer au modèle olympique défini par le Comité international olympique, trop conservateur, voire contre-révolutionnaire, où l'affrontement des nations, les rivalités chauvines l'emportent sur la solidarité internationaliste. Ces Olympiades alternatives souhaitaient soustraire les ouvriers à l'influence du sport dit bourgeois et par conséquent capitaliste. Lors de ces Olympiades alternatives, le rituel qui avait été mis en place par le CIO a été détourné. Par exemple, l'oriflamme olympique, avec ses anneaux représentant les 5 continents introduits donc en 1920, se substitue le drapeau rouge. Ou encore, lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, si les athlètes commencent par défiler derrière une pancarte qui indique leur pays d'origine, ils finissent par se mélanger entre eux. Et enfin, les hymnes nationaux sont interdits et c'est l'international qui est chanté. Mais en 1937, le Comintern décide de dissoudre son organisation sportive, l'IRS, et en 1952, l'URSS participe pour la première fois aux Jeux Olympiques à Helsinki. Donc, au-delà des Jeux Olympiques et des Olympiades ouvrières, le sport, en particulier le football, l'un des sports les plus populaires, est un moyen de lutte, de résistance et d'émancipation. Parmi les héros de la résistance au nazisme, on peut citer le footballeur autrichien Matthias Sindelar, qui le 3 avril 1938, lors du match dit de l'Anschluss, marque un but contre l'équipe allemande. La victoire de l'équipe autrichienne fait ainsi de Sindelar un symbole d'opposition au pouvoir nazi. Récemment, lors de la panthéonisation de Michak Manouchian, on a rendu un hommage au footballeur Rino Della Negra, membre des FTP Mogne, qui a été fusillé avec tous ceux de la Fiche Rouge au Mont-Valérien le 21 février 1944. Donc avec 2 spécialistes du monde du football, nous allons revenir sur ces événements et interroger le lien entre sport et révolution au sens large. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui François Darocha-Carnero, historien, donc spécialiste de l'histoire du football français. Et il est l'auteur, entre autres, d'une histoire de France en crampons, paru en 2022 et qui a reçu le prix du document sportif. Et j'ai l'honneur aussi d'accueillir Jérôme Latta, journaliste indépendant qui
collabore notamment avec Le Monde, Alternative économique, Politis, et qui est cofondateur des Cahiers du football et qui a publié récemment ce que le football est devenu, 3 décennies de révolution libérale. Alors pour commencer, je vais vous poser 2 questions très, très générales, donc vous répondrez dans l'ordre que vous voulez. Tout d'abord, dans quelle mesure on peut dire que le sport est-il un vecteur d'engagement ? Et quels sont les mouvements révolutionnaires ou insurrectionnels qui ont marqué l'histoire du sport, en particulier du football, au XXe siècle et au XXIe siècle ? Alors quand on lit football et révolution, et c'est un petit peu le propos dans le livre que j'ai écrit qui vient d'être évoqué, on aurait plutôt tendance à dire que le football est contre-révolutionnaire. Si on reprend son histoire, il a une naissance aristocratique. Il naît dans les universités britanniques, comme la plupart des sports collectifs, beaucoup de sports collectifs modernes. Donc il a à cette époque la vocation d'éduquer les élites, d'éduquer, d'en faire des athlètes, des esprits sains dans un corps sain. Ensuite, il a parti pris avec le capitalisme industriel, parce qu'il sort assez vite des milieux aristocratiques pour devenir un sport populaire, un sport ouvrier, qui a beaucoup de liens avec le mouvement ouvrier, qui est pratiqué par des ouvriers et qui va même être organisé par des industriels. C'est le cas dans de nombreux pays, dont la France, avec des grandes entreprises qui, là aussi, pour reproduire correctement la force de travail de leurs ouvriers, incitent, un petit peu par hygiénisme aussi, leurs ouvriers à pratiquer le sport et développent en même temps le spectacle sportif avec des équipes d'élite. Ce sera le cas du FC Sochaux, par exemple, qui est directement lié à la famille Peugeot. Ensuite, alors je saute un petit peu les décennies, les époques. Aujourd'hui, on va plutôt l'assimiler, à juste titre aussi, au capitalisme financier, au capitalisme libéral. Et effectivement, avec la croissance phénoménale qu'a connue l'industrie du football au cours de ces 30 dernières années, essentiellement à cause de l'augmentation elle-même phénoménale des droits de diffusion, le football a connu une évolution très élitiste, très inégalitaire, et qui illustre particulièrement bien la libéralisation de l'économie, c'est-à-dire avec le développement, avec des mécanismes artificiels de creusement des écarts de puissance économique et sportive, avec une corrélation de plus en plus forte entre la puissance économique et les résultats sportifs, et puis une marchandisation continue. Alors je ne vais pas développer parce que il y a beaucoup de matière. Donc quelque part, quand le football, le sport, je pense qu'on peut généraliser au sport, est révolutionnaire, c'est un petit peu par accident, ou c'est parce que des acteurs sociaux piratent un petit peu cette vocation du sport à participer à l'éducation des masses. Le sport s'est aussi beaucoup développé au tout début du XXe siècle, et il y avait l'idée non seulement de former des bons Français patriotes si on était en France, mais avec l'idée aussi qu'ils soient en forme pour la prochaine guerre, ce qui s'est vérifié assez rapidement en 1914. Donc quand le football a été révolutionnaire, ou en tout cas a eu partie liée avec le mouvement ouvrier, avec les mouvements politiques de gauche, ça a été quand les acteurs eux-mêmes s'en sont emparés et en ont fait quelque chose. Alors tout à l'heure ont été évoquées les Olympiades, les contre-Olympiades de 1936. Vous avez donné aussi quelques exemples de résistance. Alors il y en a beaucoup, on peut en trouver beaucoup. Il y a mon confrère Michael Correia de Mediapart qui a écrit une histoire populaire du football, qui retrace de manière tout à fait remarquable tous ces moments dans l'histoire, tous ces lieux dans l'histoire où le football n'a pas servi l'idéologie dominante. Parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était qu'on l'accuse d'être un peu, à juste titre, d'être un peu un nouvel opium du peuple, c'est-à-dire d'être un divertissement. On lui a très vite reproché ça, mais aujourd'hui, avec l'industrialisation du spectacle sportif lui-même, cette dimension d'opium du peuple, de grand divertissement qui sert aussi à faire diversion. On s'absorbe dans le football. Quand on s'absorbe dans le football, on va peut-être pas militer ailleurs, on va pas manifester, etc.
Je ne sais plus où je voulais en venir, mais donc c'est des moments, en tout cas, où les acteurs contrarient ce destin d'opium du peuple. L'image est très grossière, mais je pense que vous voyez l'idée. Donc il y a plein de moments, plein de récits qu'on peut faire très beaux, très exemplaires, mais qu'on peut difficilement généraliser, et en tout cas à partir desquels on ne peut pas faire du sport et du football toujours un vecteur de libération. Il y avait l'exemple de Matthias Sindelar qui a été cité avec la Wunderteam autrichienne qui avait contrarié un petit peu les velléités de mise en scène du régime nazi, qui voulait un match nul entre l'Autriche et l'Allemagne. Un peu plus tard, il y a eu le fameux match de la mort, mais alors qui a entretenu beaucoup de mythes, parce qu'on ne sait pas exactement quelles en ont été les suites, mais c'était à Kiev, le FC Start, donc sous l'occupation nazie en 1942. Il y a un match de la mort qui est organisé face à une sélection de le Flak 11, hein, c'était ça, c'est-à-dire une sélection des soldats de la défense antiaérienne allemande, et ils refusent, ces joueurs-là refusent d'effectuer le salut nazi, et ensuite on a de forts soupçons que des joueurs ont été torturés, déportés, tués, même s'il y a un peu de légende qui s'est greffée sur l'histoire. Un peu plus à l'est et un peu avant, il y avait aussi le Spartak Moscou qui abritait certaines manifestations de résistance au régime soviétique. Alors, manifestations très contingentées, très surveillées, qui restaient symboliques. Pendant le franquisme en Espagne, le FC Barcelone a été aussi le lieu, et son stade a été le lieu de l'expression de l'identité catalane et d'une forme de résistance républicaine qui n'était pas suffisante pour renverser le régime, évidemment. Voilà, je ne sais pas si je développe encore beaucoup parce que j'ai d'autres exemples, mais il y en a un assez beau qui est celui du 11 de l'indépendance algérienne en 1958, quand des joueurs de très haut niveau, hein, des joueurs algériens qui évoluaient en France, dont Rachid Mekloufi qui jouait à Saint-Étienne et qui s'apprêtait à disputer la Coupe du Monde 1958. Tous ces joueurs, une douzaine de joueurs, ont fait défection, ont quitté clandestinement la France en passant les frontières, notamment la frontière suisse, pour rejoindre d'abord la Tunisie, je crois, et former un 11 officieux de l'Algérie qui n'était pas encore indépendante, et pour les années suivantes effectuer des tournées dans les pays amis, plutôt du côté du bloc de l'Est, aussi un petit peu en Asie. Donc voilà, ce sont ce type de gestes qui se sont un petit peu immiscés dans l'ordre normal du sport, des compétitions et des messages qui étaient censés, des messages plutôt conformistes, plutôt faisant l'apologie comme on continue à le faire aujourd'hui, l'apologie du sport comme moyen d'élévation, moyen d'apprendre la vie collective, etc. Donc, tous ces moments illustrent que le sport peut être un levier de résistance. Il y a des exemples plus contemporains, mais ce sera mieux de les aborder après, peut être un moyen, un outil de résistance, mais un petit peu dans une forme de clandestinité ou de marginalité en tout cas. Alors pour revenir immédiatement sur l'équipe du FLN de 1958, Rachid Mekloufi aurait pu être sélectionné pour faire la Coupe du Monde, mais c'était encore un espoir, il était encore au statut d'espoir, il n'était pas titulaire. Voilà, mais toi, tu es historien, moi, je suis journaliste, donc j'écris la légende. Moi, je suis là pour contrarier la légende. Rachid Mekloufi, qui est toujours vivant aujourd'hui, qui a 87 ans, et qui est d'ailleurs non pas le plus ancien international en âge, mais le plus ancien en sélection. Celui à avoir été sélectionné le plus, l'année la plus reculée qui soit au début des années 50. Non, c'est surtout Mustapha Zitouni qui lui sacrifie sa carrière pour rejoindre l'équipe du FLN, puisque c'est le défenseur titulaire de l'équipe de France en 1958, et à quelques jours d'un match amical contre la Suisse qui en fait doit déboucher sur la sélection pour la Suède en juin, à quelques jours de ce match amical, rejoint avec ses camarades Tunis, en effet. Alors,
Il semblerait quand même que Mustapha Zitouni n'ait pas eu beaucoup de choix, contrairement à la légende dorée du FLN, à savoir qu'il y a eu pression sur la famille. Et la situation des joueurs du FLN est assez compliquée aussi parce que la plupart d'entre eux, non seulement jouaient en France, mais étaient mariés à des Françaises, avaient des enfants français. Et donc il y avait cette entre-deux-rives qui se jouait. Bon, l'œuvre de propagande était là quand même et il fallait bien l'assurer. Alors, Rachid Mekloufi a su tirer son épingle du jeu. Mustapha Zitouni s'en est moins bien sorti finalement. Pour ce qui est des mouvements révolutionnaires dans le sport, oui, c'est en effet presque par inadvertance qu'on en trouve et en même temps on en trouve beaucoup. On en trouve beaucoup, d'une part parce que le sport permet d'affirmer la révolution. C'est le cas des Olympiades populaires qui ont été évoquées. C'est le cas auparavant des Spartakiades, créées en 1928 par l'Union soviétique et qui se déroulent à 3 reprises. 1928, 31 à Berlin, 28 à Moscou, 31 à Berlin, 34 à Paris. Donc ce sont les 90 ans des Spartakiades de Paris. C'est pour ça qu'on organise les JO certainement cette année. Donc il y a cet aspect-là. C'est un moyen d'affirmer la supériorité de la révolution qui est au pouvoir, qui a pris le pouvoir en Union soviétique et puis dans l'ensemble des régimes communistes. C'est également ce qui se passe pendant la guerre froide. Et tu as cité Michael Correa. Je vais citer un collègue historien, Sylvain Dufresne, qui a sorti une histoire sportive de la guerre froide qui est vraiment bien plus qu'un grand livre d'histoire du sport, qui est un très grand livre d'histoire, qui est un incontournable d'histoire des relations internationales et qui montre bien la complexité de l'utilisation du sport dans le monde communiste, dans le bloc communiste, à la fois face au bloc occidental et c'est le combat Union soviétique et États-Unis qui se retrouve en nombre de médailles, mais c'est aussi à l'intérieur même du bloc soviétique, a été cité le match de 1956, à l'intérieur même du bloc soviétique, une victoire polonaise en 1972 face à l'Union soviétique, c'est aussi un moyen d'affirmer une particularité, une autonomie du pays face aux grands frères. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Mouvement révolutionnaire dans le sport, oui, c'est un moyen d'affirmer la révolution. C'est aussi un moyen de faire la révolution. C'est le cas de l'équipe du FLN. De façon un petit peu tirée par les cheveux, 1998, l'équipe de France Black Blanc Beurre, la victoire en finale en Coupe du Monde, ça a quand même permis de faire croire à une révolution sociale profonde, qui n'était pas profonde, qui a duré moins d'un été, mais ça a quand même obligé Charles Pasqua à demander la légalisation de tous les clandestins. Enfin, tous les sans-papiers. Charles Pasqua dit « La France est généreuse ». On doit pouvoir donner des papiers aux clandestins. C'est une sacrée révolution pour en arriver là, quand même. Mais il n'était pas au pouvoir à ce moment-là. Il n'était pas au pouvoir. C'était pratique. Il n'était pas au pouvoir. Mais il n'empêche, quand même. Et puis, il y a vraiment eu, quand même, c'est ce que montre Stéphane Beau dans Une histoire mondiale de la France, il y a quand même eu vraiment quelque chose qui s'est passé, même si ça a été très éphémère. Un moyen de faire la révolution, mais on n'a qu'à penser à tous les mouvements ultras aujourd'hui. Il y a des ultra-fascistes ou néofascistes en France, mais il y a aussi les ultra-antifa qui sont très présents. Alors, le Red Star avec la tribune Rino Della Negra, mais on peut penser aussi à certains ultras girondins, des Girondins de Bordeaux, qui, il y a quelques semaines, quelques mois, ont accepté un jeune homme de 16-17 ans dans leur bus en déplacement, je ne sais plus où, et à quelques kilomètres de Bordeaux, l'ont tabassé et l'ont jeté dehors à l'entrée de Bordeaux parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait c'est un identitaire. Il y a cette velléité antifa qui est très forte dans le mouvement ultra. Ce sont des mouvements très politisés, les mouvements ultra. Donc pas toujours du bon côté des choses, mais parfois ils ont bien choisi leur camp. Et puis
y a aussi des mouvements révolutionnaires qui touchent le sport. Mai 68, c'est le football aux footballeurs, c'est la prise de... Là aussi, c'est très anecdotique finalement, mais la prise de la fédération par une équipe de footballeurs, par un groupe de footballeurs professionnels. Et il faut rendre le football aux footballeurs face aux dirigeants qui, eux, un petit peu comme ce qui se passe dans le rugby à ce moment-là, sont plutôt en par-dessus qu'en short. Mais mai 68, c'est, pour reprendre une expression historienne, Michel Zancarini-Fournel et Philippe Artière, c'est un épicentre, finalement, d'un mouvement qui est beaucoup plus long, qui commence avec la création de l'UNFP, donc le syndicat des footballeurs professionnels, l'Union nationale des footballeurs professionnels en 1961, et qui aboutit à la charte du football professionnel en 1973, non sans qu'entre-temps, il y ait eu une grève. 1972, décembre 72, la seule grève du championnat de France, elle a lieu à ce moment-là et elle débouche sur une convention collective. Mouvement révolutionnaire, les footballeurs sont quand même le corps de métier aujourd'hui en France à posséder le syndicat le plus représentatif, puisqu'on estime à 9 footballeurs professionnels sur 10 membres de l'UNFP. C'est dans le mouvement syndical, je connais pas mal de syndicats, y compris le mien, qui aimeraient bien avoir ce taux de représentativité. Et puis il faut peut-être évoquer aussi les équipes féminines. Là, on peut dire féminines. On reviendra dessus après. Les équipes féminines qui se battent, qui régulièrement, depuis quelques années, commencent à chercher, à demander des primes équivalentes aux équipes masculines. En Allemagne, en Angleterre, lors des dernières Coupes du Monde, par exemple, c'est pas encore fait, mais il y a un combat qui se mène là et qui touche le sport et qui fait la révolution du sport au point de renverser quand même le chef en France, puisque c'est quand même sur une affaire de harcèlement et d'alcoolisme militant, mais de harcèlement que Noël Le Graët est tombé aussi. C'est lié à ces pratiques qui sont peu recommandables. Et puis, on peut avoir des révolutionnaires qui prennent le pouvoir au point de nommer un sélectionneur. C'est Juste Fontaine en 1967 qui devient sélectionneur grâce à l'aide de Jean-Baptiste Doumingue, le milliardaire rouge. Il y a quand même parfois à dire sur la révolution et le foot, ou la révolution et le sport. Maintenant, a été posée aussi une question sur l'engagement. En quoi le sport peut être un lieu, un vecteur d'engagement. J'aurais tendance à vous, là encore, donner plusieurs clés possibles. Ça peut être un lieu d'engagement associatif, éducatif, voire politique. Je pense à quelqu'un comme Johan Diniz, coureur de marche à pied, marcheur à pied plutôt que coureur, marcheur à pied qui a été engagé à la LCR, qui conjugue ces deux engagements sportifs et politiques avant de choisir d'appeler à voter pour un candidat en 2017 qui s'est avéré être celui qui gagnait. Il y a Socrates aussi. Socrates, mais c'est facile. C'est facile aussi d'être de gauche comme Socrates l'était lorsqu'on est médecin et qu'on ne risque rien de sa vie. Alors que les autres, ses partenaires, eux, n'avaient pas de situation sociale garantie. Mais il n'empêche que le football représente un moyen pour s'engager. À côté de ça, ça peut être aussi un tremplin. Le sport peut être un tremplin vers l'engagement. Je pense à quelqu'un comme Fabien Gay, donc sénateur communiste et directeur de mon journal L'Humanité, qui reconnaît qu'il doit beaucoup au rugby, que beaucoup des valeurs qui sont les siennes ont transité par la pratique du rugby. C'est le cas aussi de Fidel Castro, qui voyait dans le basket, dans l'entraînement pour le basketball, dans l'entraînement au basket, le moyen idéal pour entraîner le guerriero. Donc, on a là aussi cette façon d'avoir du sport pour aller vers l'engagement. Et puis, l'exposition sportive, c'est Meghan Rapinoe qui profite d'être exposée médiatiquement parce que sportive pour défendre des causes, que ce soit
pour rejoindre les causes de Black Lives Matter, ou pour adopter, pour se faire porte-parole des causes des combats LGBTQI+, pour les États-Unis. C'est le cas aussi, ça a été évoqué, de Tommie Smith et John Carlos, avec le point levé. Et à ce propos, Tommie Smith et John Carlos sont attendus à Paris le 11 juin lors du colloque qui se tiendra au musée, enfin la journée d'études qui se tiendra au Musée national de l'histoire de l'immigration. Ça devrait être les guest stars. Ils sont attendus, en tout cas. Alors moi, je voudrais te contredire un petit peu quand même. Bah oui, à propos de Socrates, parce que bon, alors, effectivement, c'est une icône, et si vous avez pris le périphérique récemment à hauteur de la porte de Saint-Ouen, vous avez peut-être vu une immense bâche posée sur un immeuble côté Saint-Ouen, et qui représente un footballeur avec un bandeau et un maillot jaune. Il s'agit d'une alors c'est une illustration, c'est un dessin qui mélange plusieurs choses, parce qu'il a le maillot du Brésil et pas celui des Corinthians, et sur le bandeau il n'y a pas marqué de Democracia, il y a marqué autre chose, je ne sais plus, d'un petit peu plus consensuel. Mais ça, c'est un des épisodes que j'évoquais tout à l'heure, la démocratie corinthiane. Donc on est en 1981 au Brésil, sous une dictature militaire qui commence à s'affaiblir, et à ce moment-là il y a un club de Sao Paulo qui s'appelle donc les Corinthians, qui est un club de haut niveau mais qui va pas très bien sportivement, et puis il y a un changement de gouvernance, on va dire, il y a un président qui démissionne, je crois, et le club se retrouve un petit peu livré à lui-même, et c'est le moment où les joueurs vont prendre le pouvoir et organiser le club en autogestion. Alors on a appelé ça la démocratie corinthienne. Donc il y avait Socrates, effectivement, qui était déjà international brésilien. Il y avait Casagrande, Vladimir, des joueurs qui étaient assez politisés et qui étaient même si Socrates était médecin et venait d'une famille plutôt aisée, ils étaient assez politisés. En tout cas, ils étaient opposants à la dictature, à la junte militaire, et ils ont saisi un petit peu cette occasion, non seulement pour faire une expérience sportive à peu près inédite, hein, on trouvera peut-être des équivalents, mais ils ont autogéré, c'est-à-dire ils ont désigné leur entraîneur, ils organisaient eux-mêmes leur planning, ils ont décidé de supprimer les mises au vert. Hein. Les mises au vert, c'est quand les joueurs avant un match sont assignés à un séjour dans un hôtel ou dans une résidence pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir rester concentrés. Donc eux, ils aimaient pas ça. Bon, faut dire, c'était des épicuriens. Hein. Socrates n'est pas mort d'un rhume, enfin, ou il était franchement alcoolique, hein, sur la fin. Mais enfin, à cette époque, il vivait bien. Et ils ont fait, non seulement ils ont organisé d'une manière complètement originale une équipe sportive de haut niveau, mais ils ont aussi saisi cette occasion pour s'opposer à la dictature, puisqu'il y avait des échéances électorales successives à cette époque-là, et ils sont rentrés avec des drapeaux, avec des bandeaux demandant la démocratie, ils rentraient sur le terrain avec des grandes banderoles demandant également le retour de la démocratie, ce qui même si il avait un statut social, Socrate, c'est là où je te contredis, un statut social relativement aisé, il était footballeur de haut niveau déjà, mais on prenait quand même des risques à s'opposer à une dictature sous une dictature. Un risque politique, mais pas vraiment un risque social, contrairement aux autres qui venaient d'autres milieux. Tout à fait, mais je dirais que c'est déjà pas mal. Quoi, hein. Déjà tout le monde ne prend pas des risques politiques sous les régimes autocratiques. Et par parenthèse, non seulement ils ont fait ça, mais en plus ils ont produit un jeu qui était très beau, qui était très libre, et ils ont obtenu des résultats. C'est-à-dire qu'ils cochent toutes les cases. Hein. Non seulement ils s'opposaient à une dictature, ils s'organisaient en autogestion, ils produisaient du beau jeu, et ils ont été champions du Brésil à cette époque. Alors, comme toutes ces histoires-là, comme celle du 11 de l'indépendance algérienne, la fin de l'histoire est moins jolie. Il faut un peu moins la regarder. C'est-à-dire que ça se dissout un peu dans la normalité. Bon, également parce que finalement le régime militaire était à bout de souffle et n'allait pas tarder à tomber. Mais il participait à des manifestations, à des concerts. Il y a un très beau documentaire, La démocratie en rouge et noir, qu'on trouvait encore sur YouTube, que je vous recommande. Et on voit comment en fait toute l'effervescence qu'il y avait autour de cette équipe de foot, et en tout cas tous
tous les liens militants qui s'étaient créés entre des musiciens de rock, entre des militants, des chanteurs, des chanteuses et ces footballeurs. C'est assez passionnant sur cette époque. Et puis l'autre exemple, et là on en revient au lien avec les révolutions, et sur une contribution assez directe, là pour le coup, à une révolution. Enfin, il y a deux exemples. Il y a en Égypte en 2011, pendant ce qu'on a appelé les printemps arabes, il y a les ultras de Al-Ahli SC, qui est un des deux très grands clubs égyptiens, qui ont participé à l'occupation de la place Tahrir. Et ils sont pas contentés d'occuper la place Tahrir. Ils ont mis à disposition du mouvement révolutionnaire toute leur expérience, toute leur technique d'affrontement avec les forces de l'ordre, parce que eux, ils étaient rompus à ça depuis très très longtemps. Et il y a eu un moment que je ne vais pas raconter dans le détail parce que j'en serais pas capable, mais il y a eu un moment absolument décisif. C'est la place Tahrir était bloquée et eux, ils ont réussi à ouvrir une brèche. C'est vraiment avec des manœuvres militaires, avec une capacité d'organisation avec les téléphones portables qui était pas répandue dans la société à ce moment-là. Et ils ont contribué directement à la chute du régime de Moubarak. Et 2 ans plus tard, en 2013, donc là, c'est sur la place Taksim d'Istanbul, le mouvement qui avait commencé avec finalement un contentieux assez banal sur un parc qui devait être rasé ou quelque chose comme ça, et qui a servi un petit peu de prétexte de l'opposition au pouvoir turc. Mais là, c'est les ultras de plusieurs grands clubs d'Istanbul, donc de Beşiktaş, Galatasaray et Fenerbahçe, qui pourtant vivent des rivalités terribles entre eux, et qui à ce moment-là, il s'était passé un petit peu la même chose avec d'autres ultras que ceux de l'Al-Ahli au Caire, ils se sont alliés là aussi pour mettre au service du mouvement leur technique d'émeute urbaine, de lutte contre les forces de l'ordre, etc. Donc là, il y avait une politisation directe, mais qui se contentait pas de symboles, de banderoles, etc., mais qui était dans des affrontements et dans la participation à un mouvement révolutionnaire. Je reviendrai très rapidement sur la notion de jeu très beau, de très beaux jeux. Ce qui est intéressant quand on étudie un petit peu justement le football, son histoire, c'est que la beauté du jeu est souvent le vecteur de revendications sociales ou parfois révolutionnaires. Dans les années 60, c'est le cas en France. Dans les années 80, c'est le cas en Amérique latine, que ce soit au Brésil ou en Argentine également. On a cette idée d'un jeu libéré qui traduirait finalement l'émancipation sociale. Oui, et je rebondis un petit peu là-dessus. Ça peut sembler étonnant quand on n'est pas très amateur de football ou qu'on ne connaît pas forcément toute son histoire. Mais sur les styles de jeu, on a beaucoup de commentateurs, d'observateurs, de journalistes et autres, d'écrivains comme Eduardo Galeano, l'Uruguayen, ont attribué au style de jeu des qualités idéologiques ou politiques. C'est-à-dire, il y avait un journal qui était dans la nébuleuse du Parti communiste qui s'appelait le Miroir du football et dont le rédacteur en chef était François Thébault. Lui, il défendait l'idée que le football brésilien, le football des artistes, le football libéré, c'était un football de gauche, c'était un football d'émancipation, alors que le football italien, qui est celui qu'on appelle celui du catenaccio, donc on verrouille, on a une culture défensive très forte, tout ça c'est devenu des clichés. Hein. Déjà de nos jours, le football, le style de jeu se sont mondialisés et donc uniformisés. On a du mal à retrouver des identités locales. Mais il y avait cette idée-là. Alors c'est très contestable. Moi j'aime beaucoup François Thébault, mais c'est très contestable parce qu'il y a d'autres qui disent que la défense, c'est l'arme des pauvres finalement. Quand vous n'avez pas des grands attaquants devant, vous vous regroupez tous derrière, vous êtes obligés de jouer collectivement et vous vous défendez contre plus puissants que vous. Donc voilà, ça donne lieu à plein d'interprétations. Et j'en profite pour livrer une citation, je ne sais pas si elle est de François Thébault, mais elle était dans le Miroir du football, qui disait « Le football doit incarner l'expression prémonitoire d'une société digne de ce nom ». C'est beau, non? Alors, c'est très beau, mais si on se demande ce que le football incarne aujourd'hui, c'est ce que je disais un petit peu en introduction de mon propos, on est malheureusement beaucoup plus pessimiste et que tous ces rêves des années 60 se sont un petit peu évanouis. Autre question concernant justement la naissance aussi des sports et l'introduction à la fin du 19e siècle par la Grande-Bretagne. Et est-ce que justement cette introduction des sports par la Grande-Bretagne
ils traduisent l'implantation d'une démocratie donc à l'anglaise qui serait bourgeoise voire aristocratique et qui s'opposerait donc à une démocratie sociale quoi. Justement et ça c'est aussi lié à l'image des Jeux Olympiques qui serait conservateur. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire ou voilà comment Alors la réflexion pourrait partir d'une définition du 19e siècle. C'est quoi le 19e siècle politique, finalement? C'est la révolution ou c'est la victoire de la démocratie libérale? Ce sont les deux, mon général. Justement, la démocratie libérale, elle est très influencée, très marquée par le modèle anglais, le modèle victorien au 19e siècle. Un modèle victorien, celui des self-made men, qui est élaboré à l'intérieur des universités, des collèges de l'aristocratie, mais dans lesquels il n'y a pas que l'aristocratie. Et on peut penser par exemple à Eton, au pied de Windsor. À Eton, vous avez l'un des sports les plus passionnants qui soit, qui a été créé à Eton, l'Eton Wall Game, le jeu du mur d'Eton, où chaque année, les Oppidans se confrontent aux collegians, c'est-à-dire les boursiers face à ceux qui ont droit par leur naissance d'être présents à Eton. Et depuis 1910 ou 1911, il me semble, chaque année, le score a toujours été le même, 0-0. C'est un sport absolument pas visible, pas regardable, mais c'est fascinant ça. Donc c'est un entre-soi qui est cultivé là. C'est à la fois pour forger celui qui va conquérir le monde, tu seras un homme, mon fils, mais c'est également pour structurer cet entre-soi, cette identité collective à l'intérieur de chaque collège. Et à partir du moment où il faut essayer de se disputer la supériorité d'un collège sur l'autre, il faut établir des lois communes, des règles communes, et ce sont les lois du football qui naissent en 1863 à Londres, mais qui ne sont pas les premières lois du football. On a des lois qui, une dizaine d'années avant, sont écrites à Sheffield. Et là, à Sheffield, on a un autre modèle qui s'implante. C'est celui, justement, des self-made men, celui des petits chefs d'industrie, des petites entreprises locales du nord de l'Angleterre. L'industrialisation, c'est aussi un phénomène lié à la Grande-Bretagne, qui nous vient, entre autres, de Grande-Bretagne, même si c'est plus compliqué que cela. La Grande-Bretagne, c'est le pays de la démocratie libérale. Nos clubs, ils sont organisés comment? Ils sont organisés avec l'idée qu'il y a un membre, une voix. C'est la démocratie représentative. Sauf lorsqu'on est justement dans le cadre des Jeux Olympiques, où là, c'est la cooptation. Ce n'est plus l'élection qui l'emporte. Et donc, on a un modèle aristocratique davantage. La Grande-Bretagne, c'est quoi? C'est un empire colonial. Et l'empire colonial, il profite aussi au sport dans la mesure où il est un vecteur possible pour la diffusion du phénomène sportif, de la culture sportive. Pour le football avec l'Égypte, entre autres, et puis pour le cricket. Le cricket, c'est le sport colonial par excellence. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui encore, il faut être une nation du Commonwealth pour avoir le droit de disputer des matchs internationaux. Il n'y aura pas de match France-Angleterre en cricket. La vérité, c'est que personne, à part eux, a envie de jouer au cricket, franchement. C'est vrai, c'est un signe de l'anglicité. C'est un signe de l'anglicité. Mais il y a un personnage qui est fascinant, c'est Pierre Singaravelou et Julien Sorès qui l'avait évoqué dans l'Empire du Sport. C'est Ranjit Singh, un prince, un Maharaja du Nawadagar. Donc, dans le Raj, c'est une petite principauté qui se trouve dans le Gujarat, qui est élevée à l'anglaise, dans un collège d'abord dans le Gujarat, un collège pour les futurs princes, mais sur le modèle anglais, puis qui vient vivre en Angleterre, qui est envoyé à Cambridge, et là, il est éduqué à l'anglaise, et il restera tout le temps un prince anglais, tout en étant l'un des meilleurs cricketteurs de son époque, à la fin du 19e siècle, britannique, et après la Première Guerre mondiale, représentant de l'Inde, des Indes britanniques à la SDN, mais n'habitant quasiment jamais
en Inde, étant toujours un Anglais. C'est une façon aussi d'installer l'Empire que de faire jouer comme le colon. Et puis, je viens d'évoquer le circuit scolaire. C'est aussi un vecteur de diffusion de l'anglicité, du modèle britannique et du modèle sportif dans le même temps. Beaucoup de clubs de Paris ont d'abord été des clubs sportifs scolaires, sont créés par des élèves de lycée ou de collège sur le modèle anglais, le Racing Club de France par exemple, le Standard Athletic Club. Bon. Beaucoup de ces clubs pionniers suivent le modèle des collèges à l'anglaise parce qu'on estime que ce sont les Anglais qui ont les meilleures clés pour former l'homme de demain, pour former celui qui va savoir, qui va savoir mener le monde, l'homme de demain, pas la femme. Le sport, tel qu'il nous vient d'Angleterre à la fin du XIXe siècle, il n'est pas du tout pratiqué par les femmes, il n'est pas conçu pour cela. Et à l'inverse, ceux qui défendent ce modèle-là diront que ce sont les femmes qui ne sont pas conçues pour le sport. Mais de fait, là, on a justement cet antagonisme du 19e que l'on retrouve. Les révolutions, les pétroleuses, elles existent. Les sportives, elles n'existent pas. Je ne sais pas ce que ça t'inspire. Oui. Alors sur les femmes, parce que là aussi il y a une belle histoire du football des femmes à écrire. Tu disais au début du siècle, elles étaient presque implicitement, il n'y a même pas besoin de dire qu'elles étaient exclues de toute cette croissance des différentes disciplines sportives. Mais il se trouve qu'en Angleterre, au Royaume-Uni en tout cas, pendant la guerre de 14-18, pendant que les hommes étant au front, les femmes aux usines, pour beaucoup d'entre elles, les compétitions de football qui étaient déjà très très populaires au Royaume-Uni s'étaient interrompues. Donc il y a eu un moment où on a organisé des compétitions entre des équipes féminines qui ont eu pas mal de succès, il y avait pas mal d'affluence dans les stades, il y avait une sorte d'intérêt médiatique et qui s'était constitué autour. Mais le retour avec le retour des soldats, le retour de bâton a été rapide, c'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, c'est très peu de temps après que la Fédération anglaise a interdit le football aux femmes, et très durablement. En France, c'est sous Vichy qu'il a été interdit. Et de toute façon, le football a été déconsidéré par le régime de Vichy qui lui préférait d'autres disciplines. Mais là aussi, si on saute les décennies, il faudra attendre 1969 pour que la FIFA prenne le football féminin dans son giron, alors qu'avant, si des femmes voulaient jouer au football, il fallait qu'elles se déroulent, et c'était dans une sorte de no man's land institutionnel. Donc 1969, c'est pas très vieux, hein. Et quand on poursuit l'histoire du football féminin, du football des femmes, parce qu'on a eu un débat sémantique par mail interposé avant cette rencontre, et donc on pourrait poursuivre jusqu'à la période récente de voir que à la fois le football des femmes a accompli énormément de conquêtes, progresse, a beaucoup plus de médiatisation par exemple. Et en même temps, on pourra constater tout le chemin en termes de médiatisation, de professionnalisation qui lui reste à faire. On évoquait Megan Rapinoe tout à l'heure, qui est une très grande figure de l'histoire du football et de l'histoire du militantisme dans le sport, mais il y en a d'autres. Il y a Ada Egerberg, la joueuse suédoise de l'Olympique lyonnais, qui milite et qui n'hésite pas à prendre la parole, à avoir des mots très très rudes pour la Fédération française de football qui développe pas assez le football des femmes en France. Donc voilà un exemple de combat qui serait intéressant à suivre
dans les années à venir, sachant que là c'est aussi un héritage, et je vais un peu reboucler avec ce qu'on disait, c'est un héritage un peu historique. Et on est très frappé de voir à quel point le traitement différencié des femmes selon les disciplines sportives. C'est-à-dire qu'il y a des disciplines qui sont féminisées très tôt. Je pense au tennis par exemple, on a eu une grande championne française, Suzanne Lenglen, dès les années 20-30. Et moi quand j'étais jeune, le tennis féminin allait de soi. Quand j'allais à Roland-Garros, je regardais aussi bien les femmes que les hommes. Je trouvais ça aussi intéressant. En tout cas, la légitimité des tenniswomen était complètement établie. Alors qu'aujourd'hui, malgré les progrès que j'évoquais accomplis dans le football, les footballeuses, elles écopent encore de réflexions sur leur niveau. Par exemple, elles se feraient battre, vous allez sur les réseaux sociaux, elles se feraient battre par une équipe de National 2. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, mais on s'en fiche complètement. Est-ce que quelqu'un dit à propos de Serena Williams, elle se ferait battre par le 50e mondial? Ça, c'est ce qu'on disait au début des années 70. Il y avait aussi il y avait eu des polémiques autour de Billie Jean King. Un match avait été organisé contre un joueur assez médiocre qui avait dit qu'il la battait tous les jours, quelque chose comme ça. Le match avait été organisé, il avait perdu, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc, et ça montre, et ça c'est souvent répété, c'est qu'il y a un héritage viriliste dans le football qui est très très puissant. C'est considéré comme un sport d'homme. Je ne sais plus si c'est Coubertin lui-même qui avait dit des choses horribles. Enfin, il n'était pas le seul à cette époque, mais en fait, le football, les femmes étaient disgracieuses quand elles jouaient au football. Ça allait les rendre stériles. Et puis, en plus, ça les... Alors que là aussi, au début du XXe siècle, il y a eu beaucoup d'expériences de clubs, notamment en région parisienne, dans les archives de la BNF. Nous, on avait publié ça dans la revue des cahiers du football. Il y a plein d'images en haute résolution d'équipes de football qui jouaient sur tous les petits stades disséminés autour de ce qui n'était pas encore le périphérique, autour de ce qui étaient les fortifications, et des photos magnifiques et très émouvantes. Donc, mais ça aussi, ce développement avait été jugulé. Alors, les expériences sportives en question, c'est Femina Sport, juste au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ça a duré pendant les années 20 et ça s'est arrêté quasiment là. Pour ce qui est des propos virilistes, on les entend encore chez Thierry Roland, à peu près dans les mêmes mots, presque. On explique peut-être tout de suite le débat sémantique. Je ne suis pas partisan de l'expression football féminin. Je suis même plutôt opposé à cette expression-là. Est-ce qu'on parle du piano féminin? Est-ce qu'on parle du cinéma féminin? Non. Le football, c'est le football. Ce sont les mêmes règles. Ça ne joue pas de la même façon selon la constitution des équipes, selon les pays également, mais c'est le football. Et pareil pour le sport. Et pour ce qui est du marathon, donc j'ai regardé dans le programme officiel des JO, c'est pour l'instant marqué marathon femmes. Mais il n'y a pas encore marathon féminin. Alors, dans le langage courant, parce que c'est pratique, parce que voilà, c'est ce qui sera véhiculé. Mais je préfère parler de pratique féminine, de football par les femmes, d'équipe féminine. C'est, à mon sens, plus respectueux vis-à-vis des sportives. Alors moi, je fais une petite objection, c'est que oui, c'est le même sport, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes terrains, les mêmes tailles de ballons. À une époque, il y avait des ballons plus petits. Mais c'est pas les mêmes compétitions. Voilà. Donc il y a un besoin, à mon avis, de désigner quand même, si on dit équipe de France, de laquelle on parle. Mais ce qui est très important de noter, c'est que, et c'est là où il y a encore une petite révolution sémantique à accomplir, c'est que quand on dit équipe de France, tout le monde pense Mbappé, Griezmann, etc. Et il faut dire équipe de France féminine ou équipe de France femme pour et vous allez sur le site de la FFF. Alors j'avais observé ça de près parce que je l'avais déjà remarqué. J'avais fait la réflexion, j'avais croisé dans un débat Laura Georges, qui est ancienne footballeuse internationale et membre de la FFF. Je lui avais fait remarquer, et le site de la FFF, il y a 5-6 ans, a été, je le savais parce que c'était un copain qui travaillait sur la refonte du site. Et je lui ai dit, tu me diras comment ça se passe. Et il y a un menu, vous allez en haut, il y a un menu équipe de France.
et un menu équipe de France femmes. Et moi, je lui avais dit, j'avais dit, mais il faut qu'il y ait marqué équipe de France hommes et marqué équipe de France femmes. Donc moi, ça me dérange pas. C'est ça un petit peu l'enjeu. Mais effectivement, c'est difficile pour nous, les hommes, parce que pour nous, le football a toujours été par une Coupe du Monde. On gagne la Coupe du Monde. Par défaut, ça a toujours été la Coupe du Monde. Donc, il y aurait 2 Coupes du Monde. Ça amoindrit la valeur de la Coupe du Monde s'il y a aussi une Coupe du Monde femmes. Et qu'en plus, il faut s'imaginer qu'elle aurait autant de valeur sportive que la Coupe du Monde, homme. Donc, alors moi j'ai pas de problème à dire football féminin, mais à condition qu'on systématise l'emploi de football masculin. Voilà. Ce qu'on fait pour le marathon. Je dis marathon masculin et marathon féminin. Parce que c'est parti de là, en fait, notre échange. Mais est-ce que c'est l'épreuve ou le sport qui est masculin ou féminin? Alors moi, j'aurais une question par rapport à l'un de mes objets de recherche, qui est l'éducation populaire. Donc, en quoi le sport, et en particulier le football, c'est un moyen de faire de l'éducation populaire, quoi. Et comment, justement, l'éducation populaire aussi a mis en avant le football. Parce que les premiers clubs de football sont liés au patronage qui ont été créés à la fois par les mouvements aussi bien catholiques, protestants, d'éducation populaire, que les mouvements laïques. Les premiers clubs de foot sont nés des patronages. Alors, parmi les premiers clubs de foot, il y a les clubs des patronages. Mais il y a aussi d'autres types de création de clubs, dont le type scolaire. Mais oui, il y a ce sport affinitaire qui récupère finalement, qui incarne finalement toute l'éducation populaire à sa façon, parce qu'il faut défendre la cause, que ce soit la cause de la paroisse ou la cause de la Révolution. Peu importe, finalement, c'est par le sport défendre cette cause, mobiliser la jeunesse pour qu'elle soit conquise et acquise à cette cause, mais c'est également la volonté de développer des valeurs que l'on attribue au sport. On va entendre tout l'été parler de valeurs du sport. C'est une construction absolument mensongère, on le sait très bien. Le sport n'a aucune valeur intrinsèque, si ce n'est de faire souffrir, et encore, parfois. Mais il n'y a pas de valeur absolue du sport. En revanche, on va en entendre beaucoup parler. Et ces valeurs, finalement, c'est aussi ce que vont chercher les clubs affinitaires dans un but éducatif. Ce sont les valeurs collectives, la camaraderie, la fraternité, la communion. Voilà, ce sont des termes qu'on va retrouver. L'esprit collectif, former un groupe. Et c'est aussi ce qu'on pouvait retrouver dans les collèges anglais, ce qu'on peut retrouver dans les collèges anglais. Et puis des valeurs individuelles, l'effort, la notion d'effort, d'abnégation, abnégation à la cause ou à la foi, peu importe, finalement. Et donc là, on a un schéma d'éducation dans un but affinitaire. Le sport sert l'affinité. Et puis par ailleurs, le schéma affinitaire, il se retrouve aussi dans les publics à qui on s'adresse. Les patronages, par exemple, il ne faut pas aller penser que les enfants des patronages au début du XXe siècle sont tous issus de la grande bourgeoisie, loin de là. Très loin de là. C'est plutôt les enfants des petits employés, des petits artisans de quartier de Paris, voire des concierges, etc., que l'on éduque par la culture, par le jeu, la musique, le sport, par l'activité physique. Et ce qui est intéressant dans cette optique d'éducation populaire, c'est de voir le gap, finalement, qu'on observe aujourd'hui à propos des banlieues, à propos de l'Île-de-France. La revue SoFoot a sorti il y a quelques jours un numéro spécial sur le football d'Île-de-France. Il faut avoir en tête que l'Île-de-France est aujourd'hui la première région pourvoyeuse de joueurs de très haut niveau en football, au niveau mondial, devant São Paulo. SoFoot prétend qu'il y a 10% des joueurs des grands championnats européens qui viennent d'Île-de-France. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi fort que cela, mais bon, le football en Île-de-France, ça marche. Ou plutôt, l'Île-de-France en football,
ça marche. Et pas seulement à Paris Intramuros, il y a des clubs de Paris Intramuros, l'Espérance 19e par exemple, qui forment des enfants, mais surtout dans des communes, des quartiers populaires qui sont souvent délaissés. On a nos collègues qui actuellement sont en grève dans le 93 pour d'excellentes raisons. L'éducation nationale ne donne pas les moyens à ces enfants que la Fédération française donne. Il y a un maillage, il y a une attention, il y a une volonté d'élévation, voire d'émancipation, par le football qui est accordé à ces enfants souvent mis à l'écart, ou en tout cas sur qui on n'investit pas suffisamment, qui pourrait être une belle leçon de réussite de l'éducation populaire. Là, ça marche. Ça marche par le foot. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que l'un des Français les plus connus au monde et les plus admirés au monde, il vient de Bondy. Pas du 18e, il n'a pas fait Stanislas. Du 16e, tu veux dire? Du 16e. Il y a quelques footballeurs qui viennent du 18e aussi, oui, y compris. Hein. Il y en a aussi du 16e. Non, du 16e, et il n'a pas fait Stanislas. Ouais. Ni l'école alsacienne. Oui, je crois que c'est important de souligner que les valeurs du sport dont on nous rebat pourtant les oreilles, et effectivement cette année va être éprouvante si on est un peu allergique à ces valeurs du sport, elles sont pas définies, elles sont constamment invoquées de manière un petit peu incantée. C'est comme les valeurs de la République en fait. On sait pas trop ce que... c'est de l'ordre du symbolique, mais on sait pas ce qu'il y a dans le symbole en fait. Qu'est-ce qui remplit le symbole. Et alors par contre, il y a plein de valeurs entre guillemets qui sont injectées justement dans le sport. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ces valeurs et comment chacun les définit. Il y a un auteur qui s'appelle David Bloch qui a écrit un livre qui s'appelle Sport Washing il y a quelques années. Il organise un dialogue imaginaire entre l'équipe de Winston Churchill, qui disait qu'il fallait pas faire de sport, il a eu on lui attribue plusieurs aphorismes anti-sport, et l'équipe de Nelson Mandela, qui est à la fin de sa vie et sa présidence de l'Afrique du Sud est associée à la victoire de l'Afrique du Sud dans la Coupe du Monde de rugby, et qui avait dit au contraire que quelque chose du genre le sport est vecteur d'élévation, etc. Mais tout dépend effectivement ce qu'on fait. On pourrait dire par exemple les valeurs du sport, elles sont tellement dénaturées, trahies, galvaudées notamment par le sport de haut niveau, par sa marchandisation, etc. On pourrait dire oui, il y a ces valeurs du sport affinitaire, de tout le... Mais moi, je défendrais volontiers ce point de vue-là. C'est la valeur un peu pédagogique du sport. C'est-à-dire, on apprend l'esprit d'équipe, on apprend le dépassement de soi, on apprend à s'organiser, à avoir une sorte de forme de discipline sociale. Mais quand je dis discipline sociale, on voit tout de suite, mais qu'est-ce qu'on évoque? Est-ce que c'est pas un peu du dressage? Est-ce que ça fait pas écho avec la méritocratie républicaine dont on connaît les contradictions, les ambivalences? Il y a aussi cette idée qui était évoquée d'une sorte d'ascenseur social pour les jeunes des milieux urbains très, très défavorisés. Alors oui, c'est un ascenseur social, mais pas pour tout le monde, pour une infime minorité, et c'est surtout un ascenseur très, très illusoire. Je peux faire une remarque d'ailleurs, c'est que Mbappé vient de Bondy, mais comme me l'a dit un Aubervilliers, je sais pas comment on l'appelle les habitants d'Aubervilliers, mais c'est mon confrère Ilyes Ramdani de Mediapart, qui est entraîneur à Aubervilliers et qui connaît bien Bondy. Il m'avait dit, mais Mbappé, c'est pas du tout le bondinois type, parce qu'il vient d'une famille de fonctionnaires, une famille bien intégrée. Il est allé à l'école privée quand même. Il est allé dans une école privée, etc. Et donc il avait Pardon ? Voilà. Mais à Bondy, il y a aussi Dizazi, qui n'est pas issu de la même bourgeoisie. Oui, tout à fait, voilà. Ce que je veux dire, c'est que alors il y a pas mal de sociologues qui ont travaillé sur les centres de formation, qui ont fait des boulots très très intéressants, comme Julien Bertrand, Frédéric Razera, et ils soulignent quelque chose, c'est qu'il y a un peu cette idée que les footballeurs viendraient d'une sorte de lumpenprolétariat contemporain, de milieux sociaux très 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 défavorisés. C'est faux, c'est-à-dire que la plupart viennent de milieux effectivement modestes. Le recrutement du football qui se faisait beaucoup dans les classes moyennes, en fait,
au cours des décennies précédentes, se fait beaucoup plus dans des classes plus populaires, mais presque pour réussir dans le football, pour traverser ces parcours absolument incroyables et ultra sélectifs, très éprouvants, très exigeants et très éliminatoires des centres de formation pour arriver au niveau professionnel, il faut avoir un cadre familial stable et il faut avoir des parents, et très souvent le père, qui connaît très bien le système des clubs, dans quel club il faut aller, à quel moment il faut y aller, comment faire pour favoriser les intérêts de l'avenir sportif de son enfant, etc. Donc même cette idée de l'ascenseur social au travers du sport, elle est très largement illusoire. Donc il y a plus d'ambiguïté que de certitude dans ces valeurs du sport. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait évoquer à défaut le sport santé. Oui, au moins le sport, ça sert à rester en bonne santé, à avoir une vie saine, à vivre plus longtemps en meilleure santé, etc. Mais même ça, c'est très, très critiqué, très remis en cause. D'abord, c'est pas toujours bon pour la santé, le sport. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi là aussi, est-ce que c'est pas une forme de dressage des corps ou qu'est-ce qui produit en fait ce besoin de santé dans la société? Quelles idéologies favorisent ça, etc. Alors moi, je dis pas aux gens, surtout je suis pas Winston Churchill qui disait surtout faites pas de sport, mais il faut avoir des interrogations. Et alors par-dessus, alors cette année, on disait les valeurs du sport vont être beaucoup invoquées, mais alors ça va être les valeurs de l'olympisme. Et alors celles-là, elles sont encore plus historiquement ambiguës et interrogeables. Est-ce que le CIO lui-même, le gouvernement olympique mondial incarne lui-même les valeurs de l'olympisme, ou en tout cas des valeurs vraiment positives, je suis pas certain. Je précise pour ce que je disais tout à l'heure, en effet c'est 1 pour 1000, c'est le chiffre que Hugo Juscoviac a pu retenir, 1 pour 1000 qui devient footballeur professionnel par rapport au nombre de licenciés à l'âge de 12-13 ans. 1 pour 1000, c'est-à-dire qu'il est plus dur de devenir footballeur professionnel que d'entrer à Normal Sup. Ça donne quand même un ordre de grandeur intéressant. Évidemment que tous les gamins de banlieue ne deviendront pas footballeurs professionnels. Le nombre de gamins de banlieue qu'ils deviennent et qui deviennent des sportifs de très haut niveau montre juste que lorsque l'on fait attention à eux, lorsqu'on investit sur cette jeunesse, sur cette ressource, on en sort une élite et elle pourrait très bien être musicale, littéraire ou politique. Encore faudrait-il faire ces efforts-là. Ouais. Et encore, quand on voit ces parcours, parce que c'est des transfuges de classe, même si, comme je disais, ils partent pas des milieux vraiment les plus ultra défavorisés, mais ça reste des transfuges de classe et ils subissent beaucoup de stigmatisation parce qu'ils sont pas légitimes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi les filières de la méritocratie traditionnelle. Ils n'ont pas tous, mais il faut pas généraliser, une maîtrise de la langue. Enfin, on peut prendre l'exemple de Franck Ribéry, tout simplement. Alors qui pour le coup, venait d'un milieu très défavorisé. Mais avec un père qui maîtrisait aussi les codes du football. Ouais. Et un entourage qui a été plutôt bénéfique à sa carrière. On a vu, tout le monde sait à quel point il a été stigmatisé pour sa façon de parler, etc. Alors que Franck Ribéry, il a fait je sais plus combien, 7 ou 8 saisons en Allemagne, il parle mieux allemand que moi qui ai fait 7 ans d'allemand première langue. Hein. Donc, moi je trouve que c'est on les a énormément stigmatisés en 2010 avec le fiasco de la Coupe du Monde, avec Nisna, avec la grève des footballeurs. Ça a servi de levier supplémentaire de stigmatisation des jeunes des banlieues issus de l'immigration et en plus musulmans. On a vu cette espèce de déferlement de haine. On a vu à quel point c'est le retournement de 1998, même si 1998, c'est dès 2001 que tout se retourne avec le France-Algérie, l'invasion modeste du terrain par des gamins, des ados. On en a fait un espèce de drame national. Et là, c'était le début du retour du bâton. Et 2010, c'était le bâton qui s'abattait sur... Bon, effectivement, ils n'avaient pas été très malins, ni très bons sur le terrain. Mais Stéphane Beau, dans 2 ouvrages, notamment, montre à quel point ils avaient le profil type pour être vilipendés, traités de caïds
nature et et avec eux stigmatiser toute une partie de la population française. L'expression qui a été immature, c'est quand même la ministre des Sports de l'époque, la ministre de tutelle, Roselyne Bachelot, qui prononce ces mots-là devant une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, à un moment où on a un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Donc c'est aussi un moment très marquant, très parlant en tout cas de cette période-là. Un mouvement social qui a été totalement dénigré, d'une part parce qu'il y avait la couleur de peau et l'identité religieuse supposée, et puis également parce qu'il y avait l'argent. Donc de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est le côté des grévistes dorés, vieille accusation que l'on peut retrouver dans les années 30 déjà contre le football professionnel qui envisage une grève, dans les années 60 avec Raymond Kopa. Ouais. Oui, il y a vraiment une sorte de... Cet accès à la richesse, en fait, à la prospérité individuelle, il est encore jugé largement illégitime, en particulier à l'égard des footballeurs qui, effectivement, gagnent beaucoup plus d'argent que la moyenne des sportifs. Mais de façon un petit peu provocante, on ne va jamais reprocher au fils de Bernard Arnault de gagner autant d'argent. En revanche, un gamin qui vient de banlieue, qui a réussi, même s'il ne vient pas de la couche la plus misérable, s'il a réussi, si en plus il a une couleur de peau qui ne revient pas, si en plus il reconnaît, il affirme avoir une appartenance religieuse qui n'est pas celle que l'on espère à un moment donné, ça passe pas. Ça passe pas. L'argent, ça passe très bien selon certains milieux. Oui, selon des critères. Il y a quelques années, Raheem Sterling, qui est un footballeur de Manchester City, noir, il avait écrit une tribune sur The Athletic, d'ailleurs, je crois, et il mettait en évidence quelque chose de tout à fait frappant, c'est-à-dire qu'il avait acheté une maison à sa mère. Et les tabloïds britanniques s'étaient moqués de lui, avaient jugé ça de manière extrêmement négative en disant « Regardez, il claque son arbre » parce qu'il y avait un peu de mauvais goût. Effectivement, les footballeurs n'ont pas tous bon goût dans la déco, mais il y avait quelque chose de scandaleux à ce qu'il dépense, un joueur aussi jeune dépense autant d'argent, fût-ce pour acheter une maison à sa mère. Et il avait dit, mais regardez, 6 mois avant, je sais pas, il y a un footballeur blanc qui a fait exactement la même chose, et la couverture des tabloïds, c'était « Oh, regardez comme il est sympa, la première chose qu'il fait quand il accède à la richesse, c'est d'acheter une maison à sa brave maman. » Donc, voilà. Alors moi, j'aurais une dernière question avant de vous donner la parole. J'aurais aimé savoir si les révolutions techniques et médiatiques qui ont transformé le sport ont pu ou pas, certainement, modifier les liens entre sport et mouvements justement insurrectionnels, une révolution. Comment justement, en particulier dans les événements récents que vous avez pu évoquer, récents en 2013, 2011, quel est le lien entre révolution médiatique, technique et... Alors sur le plan de à la fois médiatique et technique, mais c'est peut-être pas le terrain que vous vouliez aborder, mais il y a la révolution. La révolution économique du sport professionnel en général, mais du football en particulier, elle a trait aux médias, puisque c'est les moyens de diffusion. Il a fallu qu'il y ait des conditions techniques pour diffuser le football. Ça commence dans les années... les premières diffusions, c'est un peu nettement suivi, c'est les années 50, mais c'est surtout à la fin des années 60 que la Coupe du Monde est diffusée en mondovision. Les télévisions passent en couleur, et à ce moment-là, tout le monde comprend que le sport, et en particulier un sport aussi télégénique que le football, devient un produit télévisuel. Et la traduction de ça sur le plan économique, c'est qu'il y a eu la création d'un marché des droits de diffusion dans les années 60, ça a commencé dans les années 70, ça s'est beaucoup développé dans les années 80, des chaînes de télévision privées et payantes qui ont compris que le sport proposait un produit d'appel extrêmement séduisant pour recruter des abonnés. Donc c'est ça qui a déclenché l'afflux d'argent et une croissance très très spectaculaire et qui a entamé ce que moi j'appelle la révolution libérale ou la révolution élitiste du football, dont on voit les dernières manifestations aujourd'hui avec la multipropriété des clubs qui
qui est le dernier stade de la financiarisation du football, avec la titrisation, si on parle comme un analyse boursier des footballeurs eux-mêmes, qui deviennent des valeurs spéculatives. La création d'une oligarchie, la création artificielle d'une oligarchie qui va concentrer toutes les ressources sportives et économiques. Donc ça c'est une révolution, politique et économique qui est pas très réjouissante de mon point de vue. Il y a une autre évolution qui est en train de se faire. Alors je ne sais pas comment l'interpréter actuellement, mais c'est la révolution vidéo. La VAR, quelle est l'autorité de la preuve? Aujourd'hui, on recourt systématiquement à l'arbitrage par vidéo, enfin à l'aide, à l'assistance vidéo pour l'arbitrage. Dans des sociétés qui installent des caméras partout aussi, le moindre geste. Est-ce que le jour où on va enfin réussir à faire la révolution, on aura le droit de revoir la scène en direct quand même pour être sûr que ce soit le bon pavé qu'on a lancé? Qui a dit que la révolution ne serait pas télévisée? Je ne sais pas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.